Les enjeux sont immenses. Si tout cela n'est qu'une illusion passagère, l'Afrique risquerait de sombrer à nouveau dans l'oubli et la dépendance. Mais si cette mobilisation tient, elle pourrait bien signer le réveil d'un continent qui refuse désormais de se taire. Un nom, un visage, et soudain, un continent tout entier retient son souffle. Pourquoi Ibrahim Traoré, jeune président burkinabé hier inconnu, déclenche-t-il une telle onde de choc, des réseaux sociaux jusqu'aux foules dans les rues? Comment ce militaire discret est-il devenu, en quelques mois, le symbole d'une Afrique prête à briser ses chaînes? Ibrahim Traoré divise, fascine, dérange. Pour certains, il incarne la promesse d'un avenir souverain. Pour d'autres, il n'est qu'une étoile filante, un simple effet viral voué à s'éteindre. Des figures médiatiques s'empressent de minimiser son ascension, raillant l'engouement populaire comme une mode éphémère, un buzz de plus sans lendemain. Mais sous cette agitation, une réalité profonde s'impose. Traoré catalyse l'espoir d'une jeunesse assoiffée de dignité, de justice, de liberté. Ce mouvement, qui déborde largement les frontières du Burkina Faso, n'est pas qu'un hashtag, c'est un appel massif, porté par des milliers de voix, de Bamako à Niamey, d'Abidjan à Ouagadougou. Pour saisir la force du phénomène, il faut revenir au tout début. Tout a basculé avec un simple message devenu cri d'espoir. Mais qui est vraiment Ibrahim Traoré? Pour comprendre l'ampleur de sa trajectoire, il faut remonter à ses premiers pas sur la scène politique. Tout débute par une vidéo, une provocation en apparence anodine. Pourtant, ce geste va déclencher bien plus qu'une simple polémique sur les réseaux sociaux. Camille Makosso, influenceur ivoirien au verbe aiguisé, attaque frontalement Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, réduisant son engagement à une mode fugace, vouée à s'effacer aussi vite qu'elle est née. Mais la moquerie agit comme une étincelle. En quelques heures, l'extrait embrase la toile, rallume une fierté panafricaine longtemps contenue et traverse les frontières, de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, puis bien au-delà. Les commentaires fusent, les partages se comptent en dizaines de milliers, mais surtout, un torrent de voix africaines se lève pour défendre Traoré et affirmer une solidarité profonde. Partout, des voix s'élèvent pour dénoncer la caricature et exiger le respect d'une cause commune. Des rassemblements spontanés surgissent, les débats s'enflamment dans les quartiers populaires, les médias s'emparent du sujet. Anonymes et personnalités publiques portent haut la dignité retrouvée d'une Afrique qui refuse d'être réduite à une simple scène de spectacle. Pour beaucoup, Traoré n'est plus seulement un chef d'État. Il incarne l'espoir d'une Afrique debout, décidée à rompre avec l'inertie et la dépendance. L'attaque de Makosso vient heurter une identité collective, une mémoire douloureuse, un désir d'émancipation qui ne demande qu'à s'exprimer. La réaction ne reste pas virtuelle. Elle s'enracine dans le quotidien, déborde des réseaux pour investir les rues, les marchés, les stations de radio communautaires et les plateaux de télévision locales. Mais pourquoi cette réaction d'une telle intensité face à une provocation isolée? Quels enjeux enfouis et quelles blessures anciennes la vague de soutien à Traoré vient-elle rouvrir? Si cette mobilisation venait à être ignorée, c'est la mémoire collective qui serait menacée, l'élan populaire prêt à s'éteindre, et avec lui l'espoir d'un changement véritable. Ce n'est plus un simple duel médiatique, c'est la voix même d'un continent qu'il s'agit de préserver, la flamme de la souveraineté qu'il faut empêcher d'être étouffée sous les rires ou l'indifférence. Prenons un exemple concret. À Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, des étudiants se sont réunis sur la place de la Révolution pour lire des poèmes en hommage à Traoré et aux martyrs de l'indépendance. Certains arboraient des t-shirts à l'effigie de Thomas Sankara, d'autres brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Souveraineté ou rien ». Ce type de mobilisation rappelle les grands rassemblements qui avaient suivi, dans les années 80, la prise de parole de Sankara lui-même. Les échos de l'histoire se font entendre, mais dans une forme renouvelée, adaptée aux réseaux sociaux et à l'instantanéité du monde moderne. Pour comprendre la puissance de ce mouvement, il faut remonter aux sources du sentiment panafricain. Les cicatrices du passé colonial et les espoirs déçus pèsent encore lourd dans la mémoire collective. Les accords secrets signés à l'aube des indépendances, les bases militaires étrangères encore présentes et l'exploitation systématique des ressources africaines ont laissé des traces profondes. Sous la surface de la polémique, une fracture s'élargit à travers l'Afrique de l'Ouest.
Ce n'est plus une querelle de personnalité, ni une simple agitation médiatique, c'est un basculement décisif autour de la souveraineté. Avec la création de l'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, la rupture avec l'ordre imposé par la France depuis plus de 60 années devient tangible, brutale, irréversible. Un exemple frappant, dans les années 60, après la vague d'indépendance, de nombreux pays africains ont conservé le franc CFA, une monnaie contrôlée et garantie par la France. Ce détail, souvent ignoré en Occident, est devenu au fil du temps un symbole de dépendance économique et de soumission politique. Aujourd'hui, des milliers de manifestants réclament la fin du franc CFA et la création d'une monnaie panafricaine. Ce débat, relancé par l'ascension de Traoré, montre que le combat pour la souveraineté dépasse la simple question du pouvoir politique. Il touche à la dignité, à la capacité de décider pour soi-même. Ce mouvement massif fascine autant qu'il inquiète. Parmi la population, le soutien est immense, presque incandescent. Jeunes et vieux défilent, brandissent des pancartes, chantent dans les marchés, occupent l'espace public, convaincus d'assister à une renaissance. Mais chez les élites, l'incertitude domine. Politiques, chefs d'entreprise, figures médiatiques redoutent le séisme géopolitique qui secoue tous leurs repères. Pour la première fois depuis les indépendances, 3 nations osent rompre ouvertement avec la tutelle extérieure. Elles expulsent l'armée française, dénoncent le pillage de leurs ressources naturelles et proclament une indépendance sans compromis. Ce soulèvement, loin d'être isolé, agite toute l'Afrique francophone. Les rues de Ouagadougou, Bamako et Niamey s'embrassent sous les clameurs d'une jeunesse qui refuse la soumission, qui réclame justice et réappropriation. Autour, les voisins observent, muets. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin hésitent, tiraillés entre prudence diplomatique et peur que la révolte ne se propage. Ce silence trahit la profondeur de la fracture. D'un côté, ceux qui rêvent d'une Afrique maîtresse de son destin, de l'autre, ceux qui craignent la perte d'un statu quo avantageux pour quelques-uns. Prenons un cas. Au Niger, quand le président Mohamed Bazoum a été renversé, c'est une foule immense qui est descendue dans les rues, non pas pour défendre l'ordre ancien, mais pour célébrer la fin de ce qu'ils appellent le néocolonialisme. Des femmes, des jeunes commerçants, des enseignants, tous ont tenu à exprimer leur soutien à la nouvelle alliance des États du Sahel. Un phénomène similaire s'est produit à Bamako, où des milliers de personnes ont organisé des marches pacifiques, malgré les risques de répression, pour demander le départ des forces étrangères. Au cœur du conflit, la question du pillage des ressources concentre les colères. Pendant des décennies, l'uranium du Niger, le coton du Burkina Faso, l'or du Mali ont enrichi d'autres continents, sous prétexte de partenariats inégaux. Aujourd'hui, la dénonciation de ces accords secrets fait la une des journaux et enflamme les débats de quartier. Les révélations sur les clauses léonines, signées dans l'ombre du pouvoir colonial, nourrissent le ressentiment et renforcent la détermination des nouveaux dirigeants à ne rien céder. Pour illustrer cette réalité, on peut évoquer le cas de la mine d'uranium d'Arlit au Niger. Pendant plus de 40 années, cette mine a fourni une grande partie de l'uranium nécessaire au parc nucléaire français. Mais la population locale n'a bénéficié ni des revenus, ni des infrastructures promises. Les écoles et les hôpitaux manquent toujours cruellement dans la région, tandis que des routes flambant neuves reliaient la mine au port d'exportation. Cette injustice flagrante est devenue un symbole de la lutte pour la justice économique et la souveraineté. Au centre de cette vague, la figure d'Ibrahim Traoré s'impose, catalysant les espoirs et les colères d'une génération en quête de rupture. Son ascension va tout changer et faire basculer le combat dans une nouvelle dimension. Cette dynamique populaire ébranle les équilibres, jusqu'aux institutions régionales comme la CEDEAO, forçant même les grandes capitales à revoir leur stratégie. L'histoire s'accélère, portée par un peuple qui ose enfin réclamer sa dignité. Mais cette quête d'autonomie s'accompagne de périls. Les menaces de répression planent, arrestations arbitraires, coupures de réseaux, intimidations. L'isolement régional pèse aussi, suspension de l'aide internationale, fermeture de frontières, menaces d'embargos économiques. Beaucoup redoutent un retour à une dépendance déguisée. Pourtant, l'espoir d'une victoire bouleverse tout. Pour la première fois, une région d'Afrique pourrait s'imposer, choisir sa voie sans l'aval des anciennes puissances. La suspension de l'aide internationale n'est pas un scénario nouveau. Après le coup d'État au Mali en 2021, plusieurs institutions financières ont suspendu leurs projets, provoquant une crise dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Mais, en réponse, la société civile a mis en place des collectes de fonds locales et des initiatives d'éducation citoyenne.
Ces exemples montrent que, même sous pression, la résilience des populations peut ouvrir de nouvelles voies d'autonomie. Ce réveil africain bouscule bien plus que les anciennes puissances coloniales. Il secoue tout l'équilibre mondial. L'affirmation nouvelle de souveraineté dans le Sahel inquiète, dérange et déclenche des réactions en cascade qui franchissent les limites d'un seul pays ou même d'un continent. Très vite, les menaces affluent. On promet des sanctions, on exerce des pressions économiques, on suspend des aides. À Paris, Berlin ou Bruxelles, les capitales européennes enchaînent réunions et déclarations, pendant que les ONG et relais de soft power redoublent d'efforts pour reprendre pied par des campagnes médiatiques et des programmes de soutien. Mais la scène a changé. Moscou et Pékin avancent leurs pions, offrant de nouvelles alliances, porteuses à la fois d'espoirs et de doutes. La diaspora africaine, forte de plusieurs millions de voix dispersées sur tous les continents, devient un amplificateur puissant de ce désir d'émancipation. Le vieux jeu d'influence se fissure sous la pression de nouveaux acteurs et d'initiatives inédites. Ce bras de fer ne se limite plus aux coulisses diplomatiques. L'Union africaine et la CEDEAO apparaissent fracturées, incapables de parler d'une seule voix. Certains gouvernements prônent le dialogue, d'autres réclament le retour à l'ordre ancien. Ces divisions révèlent une crise profonde de légitimité et de représentation. Prenons le cas de la coopération russo-malienne. En 2022, la Russie a envoyé des instructeurs militaires au Mali après le départ des troupes françaises. Cette alliance nouvelle a suscité la méfiance de certains, mais aussi l'espoir d'une alternative à la domination occidentale. À l'inverse, la Chine multiplie les investissements dans les infrastructures, promettant des routes, des hôpitaux, des centrales hydroélectriques et surtout des partenariats sans conditions politiques. Cette diversification des alliances rappelle la période de la guerre froide, lorsque les pays africains cherchaient à jouer sur plusieurs tableaux pour préserver leur indépendance. Pourtant, la rue tient bon. Des collectifs de jeunes émergent en dehors des structures établies. Partout, on voit naître des coopératives, des réseaux d'autosuffisance, des forums citoyens. Sur les murs des villes et dans les manifestations, un mot domine: dignité. L'éducation se réinvente. Des cursus panafricains prennent forme, portés par la conviction que la souveraineté s'ancre dans la connaissance et la mémoire. Lever ne suffit pas. Il faut bâtir sur ce sursaut des fondations solides. Comment ne pas retomber dans les mirages du passé? Comment, cette fois, inventer un avenir vraiment émancipé? Dans cette tourmente, tout semble possible. L'Afrique se trouve face à une bifurcation décisive. Conquérir enfin une indépendance durable ou retomber sous une dépendance simplement rebaptisée. L'enjeu n'est pas seulement économique, il est existentiel. À titre d'exemple, l'Université de Bamako a récemment inauguré un programme d'études panafricaines axé sur l'histoire, l'économie et la philosophie des indépendances. Ce type d'initiative vise à former une nouvelle génération de leaders capables de défendre les intérêts du continent sur la scène internationale. Parallèlement, des radios communautaires diffusent des émissions en langue locale pour toucher les villages reculés, rappelant que la souveraineté commence par la maîtrise de sa propre voix. Mais ce bouleversement ne repose pas seulement sur des discours ou des symboles. Il s'incarne dans des figures, des gestes, des choix. À commencer par Ibrahim Traoré, dont l'ascension va cristalliser toutes les attentes et toutes les peurs. Au-delà des figures, des passions et des drapeaux, une question demeure brûlante. Comment chacun peut-il devenir acteur du changement? Car l'élan qui a embrasé le Sahel ne deviendra révolution que s'il se transforme en structure réelle, durable et partagée. Regardons l'exemple historique du Ghana, premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir l'indépendance en 1957 sous la direction de Kwame Nkrumah. Fort d'un immense espoir, le Ghana a tenté de bâtir une économie autocentrée, mais s'est heurté à l'isolement, aux pressions extérieures et au manque de structures solides. Les leçons de ce passé invitent à la prudence. Sans institutions stables, sans éducation adaptée et sans inclusion de toutes les forces vives de la nation, la souveraineté reste fragile. Voilà le défi crucial, passer de l'indignation à la construction. Trop de mouvements magnifiques se sont éteints faute d'ancrage solide. Pour ne pas répéter histoire, il faut investir dans l'éducation, bâtir une économie indépendante, soutenir des médias libres façonnés par et pour les Africains. La souveraineté véritable naît de ces fondations concrètes. Mais cette transformation ne peut venir d'un seul pays, ni d'une seule génération. Il est temps d'ouvrir le dialogue, de tisser des liens entre anciens, jeunes et diaspora.
Les souvenirs, les blessures et les rêves d'exil peuvent devenir une force si chacun accepte d'écouter et de tendre la main à l'autre. Prenons l'expérience du Rwanda, qui, après le génocide, a misé sur l'éducation et la technologie pour reconstruire son tissu social et économique. En investissant massivement dans les écoles, l'éthique et l'entrepreneuriat local, le pays a réussi à se positionner comme un pôle d'innovation en Afrique de l'Est. Ce modèle montre qu'avec une vision à long terme, il est possible d'inverser le destin d'une nation. La souveraineté ne doit pas rester un mot, ni se réduire à quelques gestes symboliques. Elle se construit au quotidien, dans nos choix de consommation, l'éducation des enfants, la valorisation des cultures, la protection des ressources. À travers ces actes répétés, l'Afrique reprendra le contrôle de son destin. La diaspora africaine a déjà commencé à jouer un rôle crucial. Aux États-Unis, en France ou au Royaume-Uni, des associations d'étudiants africains organisent des webinaires pour sensibiliser à l'histoire du continent et collecter des fonds pour des projets éducatifs. Certains investissent dans des startups d'Afrique de l'Ouest, apportant compétences, capitaux et réseaux. L'exemple du Nigérien Iyinoloa Aboyeji, cofondateur d'Andela et de Flutterwave, illustre la capacité de la diaspora à catalyser l'innovation et l'emploi sur le continent. Concrètement, cela signifie privilégier les produits locaux dans les marchés, soutenir les artisans et les PME africaines, et choisir des médias qui valorisent les langues et les traditions du continent. C'est aussi participer à des collectifs citoyens, s'informer et transmettre l'histoire des luttes à la jeune génération. L'unité, célébrée par l'Alliance des États du Sahel, doit franchir ses propres frontières. Le réveil africain ne peut s'arrêter à 3 nations. Il doit inspirer tout le continent, de Dakar à Johannesburg, d'Accra à Addis Abeba, et résonner dans chaque cœur africain, où qu'il batte dans le monde. Tout dépend désormais de la volonté individuelle et de l'engagement collectif. Chacun a un rôle à jouer. Le dernier mot vous appartient. L'heure de l'Afrique a sonné. Le silence n'est plus refuge, il devient consentement. Mais cette révolution intérieure n'est qu'un commencement. Car à l'échelle du continent, d'autres défis majeurs attendent encore d'être relevés. Le risque est immense. Si l'on s'arrête à l'émotion, si l'on se contente de slogans, l'élan s'éteindra. Les anciennes chaînes, celles de la dépendance et de la division, pourraient revenir, refermant la brèche ouverte par cette génération debout. Le choix est là, devant nous. Subir l'histoire ou devenir les architectes d'un nouvel avenir. Face à cette page d'histoire qui se tourne, l'indifférence n'est plus une option. Se taire, c'est abandonner notre rêve, laisser d'autres effacer notre mémoire et décider pour nous. L'Afrique ne peut plus attendre qu'on la sauve de l'extérieur ou se contenter de quelques héros isolés. Aujourd'hui, le choix nous appartient à tous. Peu importe l'âge, l'origine ou la langue, la conscience panafricaine n'est pas une idée abstraite. C'est un engagement vital pressant. L'histoire ne fait plus de pause. Elle avance sans attendre ceux qui hésitent. Rester spectateur, c'est laisser d'autres imposer leur futur à notre place. C'est donner le champ libre à ceux qui nourrissent nos divisions pour mieux perpétuer l'injustice. Mais agir, c'est refuser la soumission, briser les chaînes invisibles, redonner un sens au combat de celles et ceux qui nous ont précédés. Aïe! Regardez l'élan qui traverse les rues, les villages, les réseaux. Il dépasse le simple soutien à Ibrahim Traoré. C'est l'affirmation d'une Afrique avide de dignité, de voix, de pouvoir sur son destin. Chaque message, chaque marche, chaque cri jeté aux héritiers du néocolonialisme résonne comme une promesse. Écrire enfin notre propre histoire, dès aujourd'hui. Pour celles et ceux qui veulent agir concrètement, voici quelques pistes. C'est l'instant d'agir, de s'unir et de refuser que d'autres écrivent pour nous. Osons la suite, ensemble, sans peur et sans détour. Ne laissons pas cette énergie retomber, ni s'enliser dans les querelles stériles. Chaque mot, chaque geste, chaque engagement compte. Car ici, il s'agit de bien plus que le sort d'un individu ou d'un pays. Il en va de la souveraineté retrouvée d'un continent tout entier. Deuxièmement, investir dans l'éducation des jeunes, en soutenant des initiatives comme la Fondation Tony Elumelu, qui accompagne des milliers d'entrepreneurs africains chaque année, ou en s'engageant dans des programmes de mentorat. Premièrement, s'informer auprès de sources africaines, soutenir les médias indépendants du continent et participer aux débats citoyens. Par exemple, suivre Jeune Afrique, RFI Afrique ou des plateformes locales comme le Faso.net
permet d'avoir une vision plus nuancée et enracinée des réalités du terrain. Troisièmement, défendre la culture africaine en participant à des festivals, en valorisant les langues locales, en achetant des livres écrits par des auteurs africains. Des manifestations telles que le FESPACO, à Ouagadougou, sont des exemples de la vitalité culturelle du continent et de sa capacité à raconter ses propres histoires. Quatrièmement, encourager la solidarité économique en rejoignant des coopératives agricoles, des associations d'économie sociale ou des mouvements de commerce équitable. Les succès des coopératives de cacao en Côte d'Ivoire ou des groupements de femmes transformatrices de karité au Burkina Faso montrent que la création de valeur locale est possible et efficace. La page s'écrit maintenant. À nous de la remplir, ensemble, avec lucidité et espoir. Enfin, partager, dialoguer, tisser des ponts entre les générations, entre la diaspora et le continent. Les réseaux sociaux, utilisés à bon escient, peuvent devenir des outils puissants pour faire circuler les idées, organiser des collectes ou initier des campagnes de mobilisation. Le dernier mot vous appartient. Chaque pas compte. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Mais c'est aussi la mémoire, la solidarité, l'audace et la persévérance. Chacun, à son échelle, peut refuser la résignation et choisir le camp du courage.